Bonjour à toutes et tous. Merci de rester avec nous pour cette deuxième table ronde de la journée scientifique de Médecins du Monde. Et merci beaucoup aux personnes qui nous suivent à distance. On me dit dans l'oreillette que nous sommes 100 au moins, donc c'est super. Donc moi je suis Pauline Bignon, je suis référente sur les questions d'empowerment et de santé communautaire à Médecins du Monde. Et donc je suis ravie de modérer cette table ronde donc, qui est intitulée « Renforcer la capacité d'agir des personnes, enjeux et défis ». Donc on a la chance d'avoir trois intervenantes. Deux intervenantes ici en présentiel avec nous et une en ligne, elle aussi, à Mayotte, pour nous aider à réfléchir. Je vais commencer par les présenter. Donc on a justement en ligne Charlotte de Toury qui va démarrer. Donc Charlotte est chargée de projet médiation en santé à Mayotte. Et elle va nous parler d'un projet de cartographie. Ah, elle est là. Bonjour Charlotte. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, c'est bon. Un projet de cartographie participative qui a été réalisé avec les habitants d'un quartier, d'un bidonville, et qui a donné lieu à des initiatives collectives dont je ne vais pas trop parler car elle le fera. Ensuite, nous avons la chance d'avoir avec nous Émilie Labéry. Donc Émilie qui est psychologue clinicienne, doctorante au laboratoire de santé publique de Timone et qui travaille sur une étude interventionnelle évaluant l'impact d'une psychothérapie brève par narrative exposure thérapie sur la réduction du stress post-traumatique pour les femmes réfugiées et demandeuses d'asile avec l'association Saint-Diane à Marseille. Enfin, Marie Thibault nous parlera du collectif Stop au cancer de nos enfants qu'elle a donc co-fondé et qui entend comprendre, qui a été créé pour comprendre en fait la très forte prévalence des cancers pédiatriques dans le sud de Nantes en 2015. Et elle nous parlera également de l'institut qu'elle a également cofondé, donc Institut citoyen de recherche et prévention dédié à la santé environnementale. Bon alors avant de... Et tout à fait, on a la chance d'avoir deux intervenantes donc, du collectif et de l'Institut, Mathilda Chantreau qui est également dans le public. Donc, et qui pourra éventuellement répondre à des questions. Et n'hésitez pas à aller la voir pendant le déj, pendant les pauses, pour discuter avec elle également. C'est vraiment une intervention qui a été travaillée à deux. Avant de donner la parole aux intervenantes, peut-être juste quelques mots sur le pourquoi de cette table ronde et de ce sujet en fait de table ronde à Médecins du Monde. Donc pour nous, Médecins du Monde, comme pour le milieu humanitaire et associatif d'ailleurs, donc on est vraiment traversé fortement depuis plusieurs années maintenant par cette question de la participation des personnes concernées à nos actions, à nos programmes. En ce qui nous concerne, c'est même un critère de qualité à part entière, et c'est même au cœur de notre projet associatif. Donc c'est un vrai engagement politique. Pourquoi ? Pas pour des raisons éthiques ou morales, ou en tout cas pas que, mais pour des raisons très pratiques, concrètes et opérationnelles en fait. D'abord parce que quand on associe les personnes concernées à nos actions, à nos programmes, a priori on a plus de chances de cibler les vrais besoins des personnes et d'être efficace. C'est la première chose, c'est un peu évident mais rappeler. Ensuite parce que ça renforce notre acceptabilité sur un certain nombre de territoires d'intervention. Ça aussi, considération très pratico-pratique. Et enfin parce que ça rend nos actions pérennes. Bon voilà. Dans le domaine de la recherche, c'est intéressant parce que la participation des personnes, en fait, des personnes concernées,
ça nous invite à changer un peu notre logiciel, à renverser le paradigme. On passe des personnes qui sont en situation de précarité, qui ont des problèmes et qui vont être sujets d'études, sujets de recherche, à des personnes qui peut-être seront toujours précarisées, ou en tout cas auront toujours des problèmes et des besoins, mais en tout cas qui seront actrices des projets de recherche, qui ont des ressources qu'elles vont mobiliser que nous n'avons pas forcément, et que les scientifiques n'ont pas forcément non plus. Et ça change tout. Donc on a la chance d'avoir 3 présentations qui vont être assez différentes, avec des méthodologies, des types de recherche et peut-être des objectifs un peu différents, mais qui vont vraiment nous permettre de poser les enjeux, de poser les défis, et de nous poser des questions en fait un peu concrètes autour de ces enjeux de recherche participative. Voilà, donc on va démarrer en laissant la parole à Charlotte, qui est donc avec nous depuis Mayotte et qui va nous parler du projet de cartographie participative. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais voir si je peux vous partager ma présentation. Est-ce que là, c'est bon? Oui, tout à fait. Tu peux y aller, Charlotte. Ok, super. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis chargée de projet chez les Médecins du Monde à Mayotte. Et je vais vous parler aujourd'hui de 2 projets qui ont été menés en 2022 et 2023. Donc, un projet de cartographie participative qui a découlé sur 2 projets collectifs pour créer une dynamique de santé communautaire dans 2 quartiers de bidonville à Mayotte. Je vais revenir rapidement sur le contexte de Mayotte. Ensuite, je vais vous présenter le travail qu'on a fait en collaboration avec CartONG, l'accompagnement des projets communautaires par Médecins du Monde, puis un petit focus sur la mobilisation des acteurs et des actrices du projet. Donc, tout d'abord, pour vous présenter rapidement Mayotte, c'est un département d'outre-mer depuis 2011, donc jeune département qui est situé dans l'archipel des Comores, donc dans le canal du Mozambique. C'est un territoire jeune où la moitié de la population a moins de 18 ans, et c'est également la plus grande maternité de France, avec un taux de natalité 3 fois supérieur au taux métropolitain en 2019. C'est également un territoire précaire où 4 logements sur 10 est en tôle. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté au dernier recensement. Et aujourd'hui, 6% de la population n'a aucun accès à l'eau et 12% utilisent les bornes fontaines monétiques, qui sont quand même payantes, pour avoir accès à l'eau potable. C'est également un territoire avec une offre de soins qui est sous-dimensionnée, avec 3,5 fois moins de médecins qu'en France métropolitaine, qu'on parle de médecins généralistes ou de spécialistes. Et c'est un territoire au droit à la santé dérogatoire et au droit d'ailleurs tout court dérogatoire. Donc c'est un territoire où il n'y a pas d'AME, il n'y a pas de permanence d'accès aux soins de santé. Donc les personnes qui n'ont pas de titre de séjour doivent payer pour consulter. C'est aussi le seul territoire français sur lequel on peut contrôler l'identité partout et tout le temps, notamment autour des centres de santé. Donc un territoire où la politique sécuritaire favorise le renoncement aux soins. Aujourd'hui, enfin depuis 1 an, encore plus avec les opérations menées par le ministère de l'Intérieur, les opérations Wambushu, d'expulsion et de destruction de bidonvilles. Donc dans ce contexte, Médecins du Monde est présent à Mayotte depuis 2009. En 2021 et 2022, il y a une réorientation du programme de Médecins du Monde, donc qui passe d'un programme de santé-environnement dans les bidonvilles de Kaweni vers un programme mobile de médiation en santé dans 2 bidonvilles du nord de l'île, donc Dzoumogné et Longoni. Donc ce programme dont je vais vous parler, qui est en rouge sur la carte.
Le projet de cartographie participative, il a été initié en 2021 et il participe au diagnostic des nouveaux quartiers d'intervention pour Médecins du Monde. C'est une méthodologie participative qui a été élaborée avec l'association Carte ONG. Et l'action communautaire donc de Médecins du Monde, initialement, elle est axée sur la prévention en santé et elle va être réorientée vers le projet de cartographie et le développement, l'accompagnement des projets communautaires pour aider à la transition vers le nouveau programme de médiation en santé. Donc c'est l'animatrice communautaire de Médecins du Monde qui va accompagner les habitants et les habitantes pour concrétiser des projets un projet dans chaque quartier. Donc, tout d'abord, le travail qui a été mené avec l'association Carte ONG, il débute en 2021. Enfin, il vient d'une réflexion où l'équipe de Médecins du Monde se dit qu'ils n'arrivent pas vraiment à objectiver le territoire sur lequel ils interviennent, et dans un contexte où il y a peu de données sur les quartiers informels. Ils ne sont pas visibles sur les cartes qui existent, ni les chemins, ni les maisons. Donc Carte ONG, c'est une ONG support spécialisée en gestion de l'information en cartographie, qui soutient depuis plus de 15 ans les acteurs humanitaires et de l'aide au développement pour mettre de la donnée géographique au service de leur projet. Donc là, dans ce projet, ils vont soutenir MDM dans la réalisation d'ateliers de cartographie participative et dans la réalisation de cartes. Les enjeux auxquels répond la cartographie participative, c'est à la fois mobiliser concrètement des communautés locales qui peuvent être souvent éloignées des processus décisionnels, mettre en valeur leur expertise, leur pratique du territoire, leur quotidien en fait dans leur quartier, et leur donner les moyens d'être actrices de la production d'informations. C'est aussi un moyen de pallier le déficit d'informations, de produire de la donnée géographique pour avoir une perception plus globale du territoire et donc pour mettre en œuvre des interventions plus adaptées aux besoins de la population. Et enfin, le troisième enjeu, c'est de faciliter la collaboration et la mutualisation des connaissances et des échanges entre les communautés locales, les experts, les élus, les acteurs associatifs, pour avoir une meilleure compréhension des projets qui sont mis en œuvre. Donc ce travail, il commence par une phase de sensibilisation à la fois de l'équipe de Médecins du Monde, puis des habitants et des habitantes à la cartographie participative. Ici, les acteurs clés, ce sont les bénévoles pairs ou bénévoles communautaires avec Médecins du Monde et qui vont être en fait le premier maillon pour faire le lien entre l'association et la population. Ces bénévoles vont être formés à l'animation des ateliers participatifs. Ils vont marauder dans les quartiers pour informer la population de l'arrivée de Médecins du Monde dans les quartiers et de projets de cartographie, donc de production de données. Ils vont ensuite animer des temps de focus group pour essayer de recenser les besoins de la population. La deuxième phase du projet, c'est une phase de collecte des données. Pour la collecte des données, on a utilisé une application qui s'appelle Osmand. C'est une application gratuite qui est téléchargeable sur facile d'utilisation. En tout cas, pour noter les points GPS qu'on veut dans les quartiers où on marche, où on intervient. Et ensuite, qui sera traité sur un logiciel de cartographie par Carte ONG pour produire les cartes. Donc cette phase de collecte des données, elle s'est faite grâce aux bénévoles qui manipulaient les téléphones et à l'équipe salariée, et grâce aux habitants et aux habitantes qui guidaient en fait la marche dans les quartiers pour noter les points qui leur paraissaient importants à recenser et à faire apparaître sur les cartes. Ces points qui ont été récoltés, ce sont des items qui sont autour de 4 thématiques. Donc 4 thématiques qui ont été choisies et proposées par Médecins du Monde aux habitants et aux habitantes des deux quartiers. La première thématique, c'est la gestion des déchets, la propreté. La deuxième, c'est l'accès à l'eau.
La troisième, l'accessibilité au quartier. Et enfin, la dernière, le cadre de vie et les espaces à valoriser et à protéger. Donc, les fonds de carte et la carte de référence, ils ont été faits avec des données OpenStreetMap et aussi avec de l'imagerie drone parce que il manquait justement de la donnée brute sur ces quartiers. Et ensuite, tous les points qui ont été récoltés par l'équipe ont permis de faire des cartes thématiques. On a eu donc 130 points GPS collectés à Zoumonier et 160 à Longoni, qui nous ont permis de faire 12 cartes. Sur celle-ci, plus particulièrement, on peut voir on va voir deux cartes d'accès à l'eau à Longoni. Donc sur cette carte, on voit au milieu la rivière et on voit en vert les endroits qui sont utilisés par les habitants pour faire le lavage, que ce soit la vaisselle ou la lessive. Donc toute la rivière, enfin où est-ce que la rivière est polluée. À côté, on voit qu'il y a une borne fontaine. C'est le point bleu qui est le plus gros sur la carte. Donc borne fontaine qui est un accès à l'eau potable. Ensuite, on voit les points de robinet en accès libre qui sont des raccordements sur l'eau de la rivière. Donc, c'est ceux qui sont en pointillés rouges et qui sont de l'eau non potable. Et enfin, en vert, ce sont les robinets privatisés, donc dans des cours chez des habitants qui sont rattachés au réseau, mais qui sont du coup payants. À partir de cette carte, on a des données objectives sur l'accès à l'eau à Longoni. On a une deuxième carte qui a été produite qui peut nous servir pour faire du plaidoyer. C'est une carte qui montre quels sont les foyers qui n'ont pas un accès effectif à l'eau potable. Ici, c'est le périmètre de 200 mètres autour de la borne fontaine qui a été choisi pour mettre en lumière quels sont les habitants qui ont accès à l'eau ou non accès à l'eau potable. 200 mètres, c'est la norme qui est utilisée par les autres ONG, par exemple dans les camps par Solidarité Internationale dans le nord de la France. Et ça prend aussi en compte le dénivelé et le fait que les passages sont difficiles avec les bidons. Donc ces cartographies, elles permettent de mettre en lumière des besoins de la population. Elles ont été présentées, restituées aux acteurs qui travaillent dans les quartiers de Zoumonier et Longoni. Et le but de cette restitution, de cette présentation, c'était à la fois de les sensibiliser à ces quatre thématiques d'environnement, de vie dans le quartier, et également de les inviter à participer aux projets communautaires qui vont être accompagnés par Médecins du Monde. Donc, à la suite de ce diagnostic, Médecins du Monde a accompagné les groupes d'habitants et d'habitantes qui s'étaient mobilisés sur le projet pour choisir et voter pour un micro-projet qui puisse être porté par les habitants et habitantes et soutenu par Médecins du Monde. Donc à Longoni, c'est la thématique de l'accès à l'eau qui a été choisie et c'est le projet de vente et transport d'eau. Et à Zoumonier, c'est la thématique de l'aménagement du quartier qui a été choisie, avec la construction d'un pharé qui est une sorte de kiosque ouvert à toutes et tous, où les habitants et habitantes peuvent se retrouver, un lieu de convivialité. Donc ce vote, il a été proposé à l'issue d'un atelier carrousel animé par les bénévoles de Médecins du Monde, où en fait les habitants et habitantes ont pu travailler sur leurs idées de projet à travers 5 critères de faisabilité. Le premier, c'était le temps de la réalisation du projet. Ensuite, le niveau de technicité dont on avait besoin, le budget, le réseau d'acteurs à mobiliser et le nombre d'habitants à mobiliser. Donc, en fonction de ces 5 critères, ça pouvait aider à choisir un projet qui était réalisable par un collectif d'habitants et d'habitantes et par Médecins du Monde, qui n'est pas une association spécialisée sur l'accès à l'eau ou l'aménagement infrastructure de quartier. Donc, à Longoni, le projet de portage d'eau, il s'agit d'un projet de transport solidaire. Donc, pour remplir les jerrycans d'eau potable,
aux bandes fontaines monétiques qui sont situées dans certains quartiers d'habitat formel, donc comme vous voyez sur la carte, plutôt au centre de la ville formelle, construite en dur, et ensuite de les redistribuer aux foyers les plus excentrés en camion, donc souvent dans les hauteurs en fait du quartier. À Dzoumogné, c'est le Faré qui a été choisi afin de mettre en place des Charlotte, cours d'alphabétisation. excuse-moi Charlotte Ouais, de te couper, simplement pour t'indiquer qu'il ne te reste que 5 minutes. ouais, ça Mais marche. 5 minutes, c'est pas mal. Quand même. Mm. Donc à Dzoumogné, un projet d'alphabétisation. Et le but, c'était d'avoir à la fois un lieu de rencontre dans un quartier excentré de Dzoumogné et d'améliorer les conditions de vie des habitants et des habitantes. Ici, pour la plupart, des femmes au foyer ayant des enfants scolarisés dans le système français. Donc, elles recherchent à la fois un lien social, un moyen d'apprendre la langue française pour être plus autonomes dans leur démarche administrative. Sur ces deux projets, donc ma dernière partie, euh, on a réussi à mobiliser des acteurs locaux et des acteurs plus spécialistes, on va dire, de ces thématiques, avec les comités de pilotage. Donc, les comités de pilotage qui réunissent les habitants et habitantes et les associations locales, ils se réunissent toutes les semaines, donc de manière hebdomadaire. Et pourtant, on voit sur les deux graphiques à droite que la participation est très fluctuante. En bleu, donc, c'est la participation des habitants et des habitantes. On voit qu'elle est assez élevée au moment du vote des projets et au moment de la restitution aux autres acteurs du terrain. Et qu'ensuite, sur les réunions hebdomadaires, elle est plus fluctuante. Cette participation fluctuante, elle s'explique notamment par le contexte d'interpellation des personnes par la police aux frontières. Donc, c'est-à-dire que si la police aux frontières est dans le quartier le matin, ben, les habitants ne descendront pas pour les ateliers proposés par Médecins du Monde, que ce soit d'ailleurs les consultations ou les ateliers communautaires. Cette participation, elle dépend aussi de la pluie, des conditions d'accessibilité du quartier, comme on a vu sur les cartes précédentes. Pour les acteurs locaux, on a finalement eu du mal quand même à les mobiliser sur tout le projet. Donc à Longoni, on a quand même un porteur local et on a surtout un comité de pilotage qui est assez autonome dans la demande de financement, donc demande de financement à la CRES et dans le déroulement du projet. Et à Longoni, on a la politique de la ville qui se mobilise et on a la Ligue de l'enseignement qui va apporter d'autres ateliers, espaces parents aux femmes surtout qui sont mobilisées sur ce projet. Hop. Et enfin, sur la mobilisation, donc plutôt des habitants et des habitantes, on voit à travers l'évaluation qu'on a réalisée en septembre 2024, donc un an après le projet, que les habitants référentes du projet nous parlent d'eux-mêmes en fait du renforcement de leur capacité à agir. On voit dans les projets qu'il y a des bénéfices spécifiques à chaque projet. Donc ici, l'amélioration de la santé, le fait d'avoir moins de contraintes physiques pour aller chercher l'eau ou l'apprentissage du français qui leur permet d'être plus autonomes face aux institutions ou de pouvoir mieux s'occuper de leurs enfants scolarisés dans le système français. Mais on voit aussi une amélioration du niveau individuel et collectif de capacité à agir, notamment une meilleure, enfin plus de confiance en soi, le fait d'avoir appris à parler en public, à dialoguer, à débattre entre habitants et habitantes et à organiser des réunions de discussion qui aboutissent sur une amélioration concrète du vivre ensemble dans le quartier. Pour nous, c'était un projet qui est terminé aujourd'hui, qui a été transféré vers d'autres acteurs, des acteurs du droit commun. Et l'objectif pour Médecins du Monde, c'était d'expérimenter, d'initier des projets communautaires qui puissent ensuite être accompagnés par d'autres acteurs dans leur pérennisation. L'enjeu aussi, c'est un enjeu de plaidoyer, puisque ces actions,
elles n'ont pas vocation à se pérenniser, mais plutôt à visibiliser des problématiques de santé dans les quartiers de bidonville auprès des pouvoirs publics et à enclencher une réponse de droit commun. Donc l'enjeu, c'est un accès à l'eau potable par les réseaux de la ville à Longoni et un accès à l'alphabétisation encadré par les acteurs éducatifs du système public à Tzoumoni. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation qui est très riche, mais voilà, dont on retient quand même, il y a plusieurs éléments très forts. Cette cartographie, cet outil de cartographie participative comme un vrai outil de diagnostic en fait, et de mobilisation des acteurs, et je dis bien des acteurs, avec au pluriel des personnes concernées, alors même si ça fluctue évidemment, mais et des partenaires institutionnels et des partenaires associatifs. Et ça, c'est vraiment la démarche de promotion de la santé que nous, on promeut chez Médecins du Monde, et c'est comme ça qu'on veut construire nos programmes. Et voilà, je trouve que c'était très fort. Bon, il y a évidemment des obstacles que tu as très bien décrits, la police, etc., qui peut freiner la participation et la mobilisation des personnes. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu as parlé également du rôle des bénévoles pairs et de leur accompagnement, de la formation, de leur rôle au sein du quartier. Et voilà, je fais vraiment le lien avec la présentation suivante via sur ce point en fait des bénévoles pairs. Émilie Labéry, vous ne parlerez pas forcément de bénévoles pairs, mais de médiatrices en santé pairs et via les recherches qualitatives avec le Photo Voice dont vous allez parler, les recherches quanti et le rôle des médiatrices en santé pairs dans cette recherche. Je pense qu'il y a un peu un lien, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus pour ne pas dévoiler le contenu de votre présentation. Et je crois que vous voulez présenter depuis, donc je vous laisse vous installer. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je vais prendre, pardon. Oui, c'est ce que je me disais. Par rapport à la projection du PowerPoint. Ok, donc voilà, je suis Émilie Labéry, je travaille à Marseille, donc comme on m'a présenté. Donc voilà, je vais donc sur deux manières un peu parler de la participation des personnes concernées, d'une part dans une approche plutôt sur d'être co-chercheur en fait avec des personnes accueillies, et dans une autre partie sur la question d'être médiatrice en santé, d'être thérapeute net. Donc la net, c'est une thérapie narrative d'exposition. Voilà, donc je dirais net, comme ça, ça sera plus simple. Rapidement, le programme Syndiane, c'est un projet qui est assez innovant d'autosupport et d'empowerment juridique, psychique et de santé communautaire. Il est porté par 4 femmes qui sont donc en exil, médiatrices de santé père, une enseignante de FLE, donc français langue étrangère, une psychologue et d'une juriste française spécialiste du droit d'asile. Le projet est issu directement de l'expérience d'une demandeuse d'asile syrienne et de sa rencontre avec une juriste spécialisées dans l'asile. Elles ont organisé leur action autour des femmes et personnes LGBTQIA+, parce qu'elles avaient repéré vraiment les forts besoins du soutien dans les démarches juridiques et administratives de ce type de publics, et de l'accès au logement, mais aussi des possibilités de réassurance psychique que peuvent offrir en fait un espace de parole autour du récit d'asile. L'accent est vraiment mis sur la nécessité d'une politique de prévention et d'information communautaire qui est spécifique et adaptée pour ce public qui est concerné donc par les PTSD, les troubles de stress post-traumatique, et la santé sexuelle aussi.
Donc, qu'est-ce qu'on y fait? Voilà, rapidement, des ateliers d'information collective qui permettent l'autosupport, des permanences, des rendez-vous et aussi des accompagnements individualisés, que ça soit médical, purement somatique, voilà, ou accompagnement administratif. On utilise vraiment le savoir expérientiel donc, de ces travailleuses. Là, en l'occurrence, c'est le fait d'elle-même être réfugiée en exil et donc d'être passée par les mêmes étapes juridiques, administratives, les difficultés liées aussi à l'accès aux droits rencontrés que les bénéficiaires donc, du programme. Donc c'est vraiment un lieu ressource. Il y a aussi des activités en partenariat. Voilà, qui sont développées surtout sur cette dernière année. Voilà un peu pour la présentation de l'association. Donc la question de la migration avec la guerre civile en Syrie qui a bousculé un peu le Moyen-Orient depuis juillet 2011 à peu près, avec cette crise migratoire qu'on dit depuis 2015 dans les médias aussi ou dans les politiques également, où il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le mouvement autour de la Syrie, mais en tout cas, il y a un vrai problème de santé publique qui se pose pour l'accès à la nécessité c'est vraiment cette nécessité de mettre en œuvre des programmes et des structures pour améliorer les conditions d'accueil de ces populations vulnérables. Et dans la littérature scientifique, la migration, elle apparaît comme un facteur de risque de pathologie mentale. Donc que ça soit sur des problèmes psychiatriques déjà préexistants qui incluent une rechute donc d'une pathologie, le développement de pathologies liées aux conséquences de la guerre et au déplacement, et donc les réactions aux nouvelles conditions de vie. Donc on est sur les facteurs pré-, per- et post-migratoires. La santé communautaire, c'est vraiment la meilleure approche de soins, car on reconnaît les spécificités des publics et des populations dans ce type d'intervention, et on favorise donc leur participation, et même en santé mentale. Donc, parce qu'il y a une réduction des barrières linguistiques et culturelles. Un soutien psychosocial qui est mis en place par les espaces qui sont sûrs, des interactions sociales positives dans les rencontres, et donc qui favorise forcément l'inclusion sociale et qui va reconnaître et valoriser les connaissances des personnes, leurs compétences et leurs ressources déjà existantes sur le territoire, un accès aux soins de santé et le développement de l'empowerment. Donc voilà, l'empowerment, c'est donner aux personnes les moyens de prendre en charge leur propre santé et donc aussi leur santé mentale. Donc au niveau de la première partie, c'est un peu la recherche d'action participative au niveau qualitatif, on va dire, autour d'un photo voice, donc un photo voix en traduction. Voice, ça veut dire voicing or individual and collective experience. Donc c'est l'idée de proposer aux personnes bénéficiaires d'être co-chercheurs avec nous et donc de pouvoir à un moment, donc avec les photos, hein, c'est de prendre des photos et d'approfondir un peu la compréhension de la communauté et de ses préoccupations. Ça, c'est du côté un peu des intérêts de la recherche, de produire des connaissances et d'établir un vrai diagnostic communautaire pour bonifier un peu toutes les théories et les programmes d'intervention possibles et participer à la mise en place de solutions vraiment vers le changement social. Ça a duré sur plusieurs séances. Il y a un photographe qui est venu aussi donner des cours, voilà, avec du matériel. Et puis on était deux. J'étais avec un anthropologue aussi qui est chercheur dans mon équipe. Et donc les objectifs, c'était vraiment de refléter les préoccupations et les luttes et les forces aussi de la communauté. Et donc pas de se centrer vraiment sur les difficultés quand même, simplement, et donc de pouvoir à un moment favoriser un dialogue critique pour produire des connaissances ensemble partagées. Et donc l'objectif aussi, c'est d'influencer un peu les décisions politiques, puisqu'il y a un rendu qui est fait, donc ça peut être une exposition ou un flyer, et de pouvoir, voilà, avec des articles aussi, pour voilà... mettre en place, donner la parole aux personnes. Et au niveau individuel, il y a aussi des bienfaits de ce photo voice. Ça permet aux femmes de prendre la parole en créant vraiment des alliances avec l'image pour faire voir leur expérience et leur expertise aussi. Elles peuvent identifier un peu leurs besoins spécifiques. Et voilà, on est vraiment orienté sur une approche centrée sur les forces et pas sur les résultats. Et donc, on développe des vraies
des vrais processus sociaux, voilà, ensemble, qui sont un peu un nouvel éclairage. Voilà, donc un peu je vous mets quelques photos voilà, qui ont été prises. Voilà, après, on a un peu thématisé tout ça avec des verbatims. Et donc, il y avait toute la question de la solitude qui est sortie, la fraternité, l'accueil. Voilà, parce que les questions, c'était qu'est-ce que Sindian, un peu, comment Sindian vous soutient. Voilà, donc le premier aspect au niveau de la participation à Sindian. Le deuxième, c'est donc plus sur une étude quantitative donc, au laboratoire de santé publique de la faculté de Timon à Marseille. Donc, et là, en fait, c'est autour d'un nouvel outil de psychotrauma. Et donc, le but de cette recherche, c'est vraiment de montrer l'efficacité de la thérapie par net, là, ce que les thérapies narratives d'exposition, par des intervenantes pairs, en plus d'un programme communautaire. Donc, dans l'idée qu'il y avait 2 bras, il y avait un bras de recherche où il y avait des personnes qui bénéficiaient que du programme communautaire Sindian, et donc de tous les ateliers qu'on a vus, et un bras où il y avait en plus des médiatrices qui étaient thérapeutes net. Et voilà, et donc on a évalué ça sur 6 mois. En France, actuellement, le traitement recommandé par la Haute Autorité de Santé en 2007 pour le traitement des troubles stress post-traumatiques, c'est la psychothérapie. Et donc, au choix, les thérapies donc, cognitives, comportementales, qui sont centrées sur le traumatisme, et la désensibilisation avec les mouvements oculaires, le MDR. Aux États-Unis, l'APA en 2017, elle cite la NET comme traitement au niveau des preuves intermédiaires, et en Angleterre, la NICE, elle recommande la NET comme traitement préventif. Donc on est au démarrage un peu de cette thérapie qui émerge en France. Alors la NET, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique de psychothérapie brève qui agit au niveau individuel et qui encourage le récit de traumatisation, qui encourage le récit du traumatisme pour réduire les symptômes. C'est l'objectif principal. Et elle a aussi donc un autre objectif d'un point de vue politique et social, c'est de mettre en avant la reconnaissance un peu du préjudice qui a été subi. Et donc, il y a la confection d'un document aussi qui se fait avec le thérapeute, donc qui peut être utilisé dans la procédure d'asile, mais aussi pour la personne. Voilà. Donc, donc, je vous ai mis un peu c'est une psychothérapie où on crée une ligne de vie un peu l'avantage des caractéristiques qui sont intéressantes par rapport au public réfugié et aux demandeurs d'asile, c'est que c'est une thérapie qui est brève. Donc les auteurs de l'ouvrage recommandent 8 à 12 séances de 120 minutes, mais à partir de 4, l'efficacité a été prouvée. Elle est accessible pour tous puisqu'on est dans la tradition orale, et donc qui à un moment... dans toutes les cultures, il n'y a pas de critères d'exclusion, au moins au niveau économique ou éducationnel. Ça peut être fait dans un environnement précaire, puisque initialement, c'était testé dans les camps de réfugiés. Et c'est pratiqué par des non-soignants après une formation. Donc ça, c'est intéressant par rapport aux travailleurs pairs qui partagent la même culture, les mêmes traditions et souvent les mêmes difficultés. Donc l'efficacité aussi sur les traumas complexes est intéressante parce que souvent les thérapies, elles se centrent sur un trauma, et là on est plus dans une globalité. Voilà, donc au niveau de la recherche, bon, je vous ai mis un peu rapidement les échelles qu'on a utilisées. Donc c'était les médiatrices elles-mêmes qui faisaient passer les échelles. Moi je suis intervenue plus dans la phase après de saisie des données, et voilà, donc il y a 46 femmes qui ont été suivies, et voilà, donc la question qui reste, c'est la formation, en fait, et en tout cas ce qui moi m'intéresse dans mes sujets de recherche, c'est autour de la participation des personnes, comment à un moment ces médiatrices dans cette étude se sont senties légitimes ou pas d'être thérapeutes net, et par rapport aussi aux inquiétudes, puisque elles ont bénéficié d'une formation. Donc cette étude, elle a été
faite par le docteur Isabelle Clotilde, qui a fait elle-même la formation. Donc elles ont bénéficié de 4 sessions de formation, avec des cours théoriques, vraiment des cas pratiques et des jeux de rôle aussi, pour vraiment que l'outil soit acquis. Et donc il y a cet enjeu-là, en fait, au niveau des formations. Donc... Ouais. Voilà, donc pour finir, les défis un peu intéressants, c'est de réfléchir au niveau un peu déontologique, les limites, voilà, de l'intervention des médiatrices, parce que aussi les appuis en excellent, puisque l'orientation vers des psychiatres est complexe quand même, et donc comment on peut réfléchir à la professionnalisation un peu de ça, pour continuer à renforcer leur légitimité. La différence entre les travailleurs pairs qui ont des modules de formation qui sont des sources d'inspiration et d'espoir aussi, notamment avec l'échange et ces liens de proximité d'entraide, d'autosupport, en plus développé sur le pouvoir d'agir. Là, autour des médiatrices, on est vraiment dans l'identification qui va s'axer sur des aspects transculturels et donc plus dans des rôles de résolution de conflits. Donc les limites, elles peuvent aussi se penser sur comment faire face à elles-mêmes. Elles sont aux prises avec voilà, des problématiques de santé mentale. Et donc tout ce qui est autour des outils de psychoéducation à développer, à traduire beaucoup, et voilà, la formation qui est plutôt aussi à réfléchir dans l'interformation. Il y avait de la supervision qui était mise en place par une psychologue à chaque module, à chaque fois qu'elle rencontrait une personne et qu'elle faisait passer les questionnaires. Mais voilà, cette question d'intervision, de supervision, voilà, à réfléchir, tous les enjeux un peu, voilà, à réfléchir. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Vous avez vous-même synthétisé, fait ressortir les points saillants de la présentation, donc je ne vais pas forcément les reciter, mais peut-être juste dire que cette question de la professionnalisation des médiatrices en santé pairs, donc ça nous parle à Médecins du Monde, enfin c'est pas forcément uniquement sur la médiation en santé, mais la professionnalisation des personnes issues des communautés et comment on les accompagne dans cette professionnalisation, les questions que ça peut poser, ça nous parle vraiment. C'est vraiment un sujet, des questions qu'on se pose, donc voilà, je voudrais le souligner, puis je pense que les collègues viendront sans doute vous discuter sur ces enjeux plus tard si on n'a pas suffisamment de temps pour les questions. Et oui, c'est évidemment très intéressant dans une perspective de santé communautaire de se dire que les personnes sont actrices de leur santé, de la santé de leur père, c'est essentiel. Et bon, là pour le coup, c'est avec Marie, c'est exactement le sujet dont on va parler avec le collectif et l'Institut citoyen qui a pour le coup vraiment été fondé par les habitants, par les familles, par les personnes concernées. Et encore une fois, je résiste et je n'en dis pas plus et je vous passe la parole. Bonjour, merci beaucoup à Médecins du Monde de cette proposition de pouvoir intervenir et de présenter auprès de vous la démarche qui est la nôtre depuis quelques années maintenant. Je laisse le PowerPoint se mettre en route. Donc voilà, moi je suis Marie Thibault, j'ai créé le collectif Stop au cancer de nos enfants, et puis il y a effectivement Mathilda dans la salle qui m'accompagne aujourd'hui. Et puis de Stop au cancer de nos enfants, on en arrive à l'Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale, qui vient d'être créé, et donc on va vous présenter ça. Pourquoi le collectif Stop au cancer de nos enfants ? Parce que en 2015, j'ai un petit garçon qui a déclaré un cancer. Alban, il avait 4 ans, et puis moi j'habite au sud de Nantes, petite commune autour de Sainte-Pazanne, depuis toujours, et j'avais jamais entendu parler de cancer d'enfant, je pensais pas que ça existait, ou à la marge. Et puis à la suite du cancer de mon petit garçon, beaucoup d'autres enfants déclarent des cancers, et je les rencontre au service d'oncologie pédiatrique du CHU de Nantes. Et là je me dis, bon, est-ce que c'est parce que je suis une maman, j'ai un enfant qui a un cancer, et j'en vois partout ?
ou est-ce que vraiment il est en train de se passer quelque chose? Et en fait, il était vraiment en train de se passer quelque chose. Et après 2015, à la suite de quelques années de rencontres avec tous ces enfants qui déclarent des cancers sur notre secteur, je décide de créer le collectif Stop au cancer de nos enfants. Ce collectif, bon, il se crée fin février 2019, il se structure, il crée son site, et puis on a progressivement, grâce au soutien médiatique, pu lancer des analyses environnementales, dans l'air, dans l'eau, dans les sols, dans les matrices comme les cheveux également. Et puis les scientifiques et les soutiens politiques arrivent, et les scientifiques vont nous aider énormément à faire que les citoyens ne soient pas seuls dans toute cette expertise. On continue à participer à des événements comme aujourd'hui. Et puis surtout, ces 2 dernières années ont été la possibilité pour nous de se lancer dans la création de l'Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale. Ça, ce sont nos chiffres. Parce qu'il faut savoir qu'il existe des registres en France, registre des cancers, pardon, mais seulement 19 départements sont dotés de registres de cancers en France. Quid de tous les autres départements? Je vous invite à aller regarder quels sont les départements qui en ont et qui n'en ont pas. Sans être sarcastique. Et puis, quand bien même il y a des registres, la Loire-Atlantique a un registre des cancers. Donc, mon département a un registre des cancers. Mais ces registres de cancers ne servent pas à alimenter autre chose que des chiffres, et des chiffres avec un certain nombre d'années de retard. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation, ces registres, à faire de l'alerte, ni vocation à cartographier. Donc ce sont des enregistrements avec un certain nombre d'années de retard, comme je vous le dis. Quand j'ai commencé à les contacter en 2016, ils n'avaient pas commencé l'année 2012. Donc il y avait effectivement, on ne pouvait pas avoir de prise de conscience de ce qui était en train de se passer évidemment sur notre secteur. Sur le secteur, vous voyez un certain nombre de communes au sud de Nantes. Et en fait, tous ces enfants, ces 25 enfants, qu'aujourd'hui nous connaissons et qui ont déclaré un cancer dans ces petites communes, 15 km autour de Sainte-Pazanne, on ne le sait que parce qu'on les connaît en fait. Parce qu'on n'a toujours pas de chiffres aujourd'hui, en 2024, de la part du registre, ni de Santé publique France d'ailleurs. Et donc voilà, avant 2015, on a réussi à obtenir quand même ces données-là. Avant 2015, pas de cancer d'enfant, et puis vous voyez, à partir de 2015... ça monte. Donc c'était pas seulement dans la tête d'une maman que ces enfants déclaraient des cancers, mais bien dans une réalité. 2015, donc voilà, premier constat de cancer d'enfant. Et puis 2016, fin 2016, je commence à chercher pour essayer d'alerter, en me disant bon, ça fait quand même beaucoup. Avril 2017, je réussis à joindre l'Agence régionale de santé avec le bon interlocuteur qui, effectivement, de fait, saisit Santé publique France pour poursuivre l'alerte. Il mène une investigation que je dirais administrative jusqu'en juillet 2018. Et leur conclusion, donc de Santé publique France, il y a ce que maintenant tout le monde connaît ce terme-là, cluster. C'est un agrégat, une concentration de cas sur un périmètre donné, sur un temps donné, de cancer d'enfants. Et là, on en était en juillet, avant juillet 2018, puisqu'ils ont rendu leur conclusion. Il y avait eu d'autres enfants depuis, mais sur 6 enfants. Donc cluster, et ils indiquent 4 facteurs de risques environnementaux qu'ils notent comme les hydrocarbures, le benzène, le radon et les pesticides, que tout le monde connaît. Si vous tapez cause cancer pédiatrique sur le site sur Internet, vous tombez sur ces causes. Et clôture de l'enquête, puisque ces causes, qu'est-ce qui ferait que cette cause, ces 4 causes-là environnementales connues, seraient développées davantage sur notre secteur qu'ailleurs. Donc clôture de l'enquête. Évidemment, les enfants n'arrêtent pas de tomber malades, les premiers enfants commencent à décéder. Moi, j'ai la chance d'avoir Alban qui commence à aller de mieux en mieux et qui se dirige progressivement vers la rémission. Et ce jour de février 2019, où il bascule en rémission, il se fait retirer son site, donc c'est une bonne nouvelle. D'autres enfants, dont un camarade de classe, lui déclare son cancer. Lui aussi. Encore un autre. Et donc là, je comprends que juste une maman se fait balader. C'est pas mon travail, je suis thérapeute familiale, donc je suis pas dans le soin direct dans les hôpitaux et je suis pas en lien avec l'ARS Santé publique France en dehors. Et donc là, je décide de créer le collectif Stop au cancer de nos enfants. Et là, d'alerter, mais avec une pression citoyenne beaucoup plus importante. Et donc c'est là où, de suite, Mathilda aussi rejoint le collectif.
Et puis, avec cette pression citoyenne-là, se met en route évidemment des comités de suivi, puisqu'on ne laisse pas la possibilité à Santé publique France de ne rien faire. Et donc, il mène, là, cette fois-ci, une enquête épidémiologique. Donc, ce sont des questionnaires qui ont été envoyés à un certain nombre de familles, mais toujours pas à l'ensemble de toutes ces familles-là, puisqu'ils ont décidé de ne pas prendre en compte tous ces enfants-là, et d'en éliminer certains. Je ne rentre pas dans les détails là. Et donc, il confirme en novembre 2019, à la suite de ces questionnaires, le cluster. Il comptabilise 11 enfants à l'époque, là où il y en avait 17. Et de nouveau, ils indiquent pas de cause commune, donc pas de recherche. C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie aujourd'hui qui fait que s'il n'y a pas une seule et unique cause commune identique à l'ensemble, là pour le coup d'enfants qui ont déclaré un cancer, ils ne peuvent pas engager l'étape supplémentaire. Donc les recherches environnementales ne peuvent pas se mettre en route puisqu'il n'y a pas une seule cause commune, puisqu'aujourd'hui on sait bien que le cancer n'est pas lié à un seul facteur environnemental, mais bien à une multitude. Donc, clôture à nouveau de cette enquête en novembre 2019. Et nous apprenons en septembre 2020 que Santé publique France a redéfini le périmètre spatio-temporel. Alors déjà, il n'avait pas pris un certain nombre d'enfants en compte, mais alors là, en redéfinissant le périmètre spatio-temporel, moi aussi, hein, c'était la tête à Toto, 0 plus 0 égale 0,1. Il n'y avait plus de cancer d'enfants, sauf que ces 25 enfants, on n'était toujours pas à 25 en septembre 2020. Ils étaient bien là, ils étaient bien présents et existants. Mais avec les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc on a compris que là, nous ne pouvions pas nous appuyer sur les autorités sanitaires. Et nous avons réfléchi à savoir qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur le territoire pour permettre de comprendre ce qui se passe. La démocratie sanitaire est en route. Et donc à l'issue, ce que je vous note là, des démarches mises en œuvre par les autorités de santé, donc que ce soit l'ARS ou Santé publique France, et nos démarches auprès de l'État et du ministère de la Santé que nous avions rencontrés, le collectif considère que la méthodologie employée donc n'est pas adaptée et qu'il est aujourd'hui nécessaire de développer la connaissance scientifique en matière d'environnement et de santé, c'est-à-dire d'allier les deux, enfin, doit se faire selon une autre approche et une approche innovante. On part donc d'une problématique de santé connue, des cancers d'enfants. Aujourd'hui, on sait que les cancers d'enfants sont des sentinelles de la santé environnementale. Pour aller vers de la recherche scientifique, des investigations adaptées avec une meilleure connaissance et aller au-delà de ce qu'on a déjà, nous, mené comme recherche sur toutes les matrices et tous les lieux, on y reviendra, et surtout permettre de corréler ces données les unes aux autres et en vérifier les effets sur le vivant et sur la santé. Et puis ça, si on fait que de la recherche mais qu'elle ne permet rien, aucun intérêt. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir en prévention, c'est de faire de la sensibilisation et c'est d'agir au niveau aussi politique. Je vous en parlais juste avant, la polyexposition. Ça doit parler un peu à tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, la recherche en santé environnementale, elle se focalise vraiment principalement sur des facteurs isolés. Donc on va prendre les métaux seuls, on va prendre les pesticides, pardon, pas les pesticides, on va prendre tel produit phytosanitaire tout seul, mais on ne vient pas le cumuler à tel autre produit phytosanitaire à côté, à tel autre et à tel autre. Sur notre secteur, comme partout certainement, il y a des pesticides, mais peut-être ce qui fait chez nous une différence, c'est que ces pesticides, on est sur un terrain à la fois agricole, à la fois viticole et à la fois maraîcher. Et dans l'agriculture, si on est sur le blé, sur l'orge ou sur le maïs, on n'utilise pas du tout les mêmes produits phytosanitaires. Dans le maraîchage, pas du tout les mêmes produits phyto non plus. Et pour les vignes non plus. Ce qui fait que là, rien que là, si on prend chaque produit les uns à côté des autres, si on est sur des pulvérisations à l'instant T, on est sur une explosion de risques pour la santé. Champ électromagnétique très important sur notre secteur également. Des études danoises ont par exemple montré que champ électromagnétique extrêmement basse fréquence, cumulé à du radon, on décuple les facteurs de risque de déclarer des cancers d'enfants. Donc des études existent sur des débuts d'effets cocktails, mais il y a besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est que cette potentialisation de tous ces facteurs entre eux, elle est très limitée, puisqu'aujourd'hui en France, on ne va pas sur ces terrains-là. Que les normes, elles ne prennent en compte, comme vous l'avez compris, une norme les unes à côté des autres, mais pas cumulées ensemble.
Et donc l'idée, c'est de continuer et d'aller plus loin sur des analyses dans l'air, dans l'eau, dans les cheveux, dans le vin, en géobio aussi. C'est ce qu'on a commencé à mener nous aussi, mais finalement, toutes ces études que nous avions faites, 2 minutes. Ok, toutes ces études, elles étaient en silo, elles aussi, donc elles ne nous permettent pas d'aller plus loin. Donc les missions de l'Institut qui est créé, c'est sous statut associatif, avec des objectifs de comprendre la problématique de santé, vous l'aurez compris, de prioriser des études scientifiques et de permettre aussi à nos décideurs politiques d'avoir une information suffisamment pertinente pour améliorer la situation sanitaire et environnementale, en menant des actions de sensibilisation et en impliquant les citoyens au fonctionnement de l'Institut. Citoyens scientifiques ensemble. Et cette slide, elle me paraît importante à vous montrer parce que c'est vraiment la gouvernance de l'Institut. L'Institut sous format associatif, évidemment, un conseil d'administration. Je ne reviens pas sur comment fonctionne un conseil d'administration. Un conseil scientifique, totalement autonome et indépendant, aujourd'hui constitué d'une dizaine de scientifiques experts dans différentes sciences, qu'ils soient sociologues, qu'ils soient spécialistes en toxicologie, qu'ils soient oncologues, qu'ils soient sociologues. Certains que vous connaissez aussi, lui proposera les projets, puisque le conseil scientifique s'est réuni pour la 2e fois, il se réunit la semaine prochaine pour la 3e fois, donc on est au tout début, et validera les choix scientifiques et contribuera aux publications. Et puis ce conseil citoyen, qui lui va être présent, est en train de se constituer sur tout le secteur et plus loin, pour permettre aux citoyens de pouvoir s'engager dans cette recherche participative, dans cette science participative, aux côtés des scientifiques, à la fois sur des travaux de recherche, mais aussi pour aller alerter, questionner, et qu'il puisse y avoir cet aller-retour entre décloisonner aussi la science et leur permettre d'être au plus près du terrain. Et là, on a pu, grâce au soutien financier de notre département, parce que tout ça, juste bénévoles que nous sommes, on est un peu limité, donc pouvoir mettre en place le début d'une équipe opérationnelle avec Solène Lebrouchet que nous avons recrutée, qui est la directrice de l'Institut et qui est donc salariée aujourd'hui. Plan de financement, c'est juste à titre d'indication. Aujourd'hui, on est sur un financement qui est autour de 100 000 € avec une participation très importante du département de Loire-Atlantique, la mise en route de la demande d'intérêt général pour obtenir du mécénat aussi et des dons. Et puis Stop au cancer de nos enfants, qui est très actif pour continuer à récolter aussi des dons, à sensibiliser, pour réinjecter directement dans toutes ces recherches-là. Je suis dans les temps. J'avais plein d'autres choses à vous raconter, mais ça viendra peut-être dans un autre temps. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était, je trouve que la notion de science participative que vous avez évoquée, que vous avez nommée, est vraiment, je trouve, forte, et c'est je trouve une belle manière de finir ces trois, de clore ces 3 présentations et d'ouvrir en fait le temps de questions. Parce que ça met vraiment le doigt, je trouve, sur on l'a dit, le côté multi-acteur et comment chacun a sa place dans ces démarches de recherche. Et je vois qu'il y a déjà des questions sur le chat et dans la salle, donc je réserve les miennes pour plus tard. On commence par celle de la salle, puis il y en a déjà 2 dans le chat. Bonjour. La première chose pour Madame Thibault, la première chose, vous féliciter pour rien avoir lâché et continuer. Alors, bravo, c'est un bel exemple, initiative, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Les périmètres de votre institut, c'est vraiment sur Nantes, ou est-ce que vous avez fait des petits dans des autres régions? Et ma deuxième question, c'est comment vos relations ou pas relations avec Santé publique France maintenant? Merci. Les relations avec Santé publique France sont closes depuis septembre 2020.
Par contre, au sein de l'Institut, je ne vous ai pas détaillé, mais il est bien question de travailler au conseil d'administration. L'invité permanent, et nous avons réussi à le négocier, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire est un invité permanent de l'Institut, et on a réussi à obtenir qu'ils mettent à disposition de l'Institut la totalité de leurs données. Donc c'est une avancée, là encore, pour réussir à travailler en collaboration. Et votre première question, c'est on a été accompagné par l'Institut, peut-être certains en ont entendu parler, l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, pour la connaissance des pollutions. Donc eux partent, donc qui existent depuis une douzaine d'années, eux sont partis des questions que se posent sur l'industrie à Fos-sur-Mer, sur le port. Et est-ce qu'il y aurait des pollutions environnementales qui auraient des impacts sur la santé ? Ça, c'est leur point de départ d'il y a quelques années. Et donc, ils ont avancé, ils nous ont accompagnés. Et c'est de ça dont on s'est inspiré. Nous, on est innovants dans le sens où on part d'une problématique de santé et on va aller regarder les liens avec l'environnement. Et oui, d'autres, ça fait des petits un petit peu partout. Donc, l'idée, c'est aussi que cette science participative, cette démocratie sanitaire, elle soit à l'œuvre un peu partout en France. Donc, on est en relation, vous en avez peut-être aussi entendu parler, qui est en train de se créer dans la vallée de Chamonix. L'Institut autour de la vallée de Chamonix, voilà. Ils sont en plein recrutement de leur directeur ou directrice là, en ce moment où je vous parle. Un autre vient de se créer également dans la vallée de l'Aude. Et puis, vous avez entendu parler de ce qui se passe autour de Lyon, la vallée de la chimie. Et l'idée, c'est aussi d'aller, puisque là, on est toujours sur les mêmes manquements, du côté de l'État et des autorités sanitaires, d'aller créer cet institut, telle une interface en fait entre la science, les citoyens, les politiques et le faire sur des territoires. Parce que quand on est implanté sur les territoires, on a des moyens d'agir. On a des moyens d'agir parce qu'on est sensibilisé. Donc on a envie que ça bouge. Et l'idée, c'est que ça continue à faire des petits un peu partout et qu'ensemble, tous ces instituts citoyens puissent aussi corréler leurs résultats et mettre en place une force citoyenne suffisamment citoyen, c'est expert citoyen, citoyen expert. On est tous des citoyens là ici, quelle que soit la place dans laquelle nous sommes. Bonjour, moi je suis Danielle Sonnet, infirmière de santé publique à la Goutte d'Or et dans le 20e à Paris et membre de Médecins du Monde. J'ai une question une observation sur le moment, à mon avis, pour moi, de transfert de compétences entre tout ce qu'on vient d'entendre dans cette conférence Médecins du Monde sur la capacité d'agir des populations et ce qui se passe dans les maisons de santé pluripro dans le droit commun sur l'ouverture et une espèce de démarche dans nos maisons de santé. Nous, on est en train de se faire accompagner par des centres de santé communautaires sur ces questions-là. Et là, je trouve qu'il y a un transfert de compétences absolument incroyable. Et ma question serait une question de sémantique sur les écarts entre les animatrices communautaires, les médiatrices, les bénévoles pairs. Et j'ai entendu un autre terme, médiatrice en santé pair. Est-ce que ce sont pour vous des différences de statut, de fonction ou d'activité ? Alors, je ne sais pas si c'est trop technique, mais c'est quelque chose dont vraiment les maisons de santé pluripro, on a besoin de réfléchir dans cette période. Alors, c'est des choses sur lesquelles moi je travaille aussi. Parce que là, en plus, il y a les travailleurs pairs, c'est peut-être celui-là qui en santé mentale. Parce qu'en tout cas, les animateurs de prévention, tout ça, c'est pas nouveau, sauf qu'en psychiatrie, oui, c'est depuis une dizaine d'années qu'il y a ça, mais dans le milieu de la dictologie, dans les années aux États-Unis, dans les mouvements de ségrégation dans les années 70, il y avait la pérédance déjà. Nous, ça arrive que tard au niveau de la psychiatrie, je parle. Parce que au niveau de la dicto, du VIH, dans les années 90, il y avait ça en jeu, quoi, qui était. Et donc, il y a des formations maintenant pour les travailleurs pairs. Et voilà, ce qui se passe, c'est... moi, je l'ai réfléchi plutôt en termes de mission, de fonction, et plutôt en termes de aussi ressenti, légitimité, comment la personne, elle est liée là-dedans par rapport à elle-même.
Mais il y a tout un travail qui se fait, par exemple, sur les pères aidants par rapport à la fiche ROM, fiche métier, au code ROM, parce que à l'heure d'aujourd'hui, nous, les travailleurs pères de l'équipe, ils sont embauchés agents administratifs ou donc moi, je viens de l'hôpital, où ça va être suivant leur grade, ils ont une licence en avance de leur formation. Je sais pas au grade en tout cas pour avoir la paye, il y a rien qui est créé en tout cas encore aujourd'hui. Donc c'est tout un combat et qui a un vrai combat et un super combat puisqu'on ne pourra pas revenir en arrière puisque c'est personnifié maintenant par des personnes qui ont pris le pouvoir et qui à un moment on peut pas faire reculer des gens qui ont été opprimés quoi. Donc à un moment ça c'est des vraies avancées et moi donc je continue un peu là-dedans surtout par rapport à ce thérapeute net puisque la net c'est pas forcément des psychos, des psychiatres ou infirmiers psy qui peuvent la passer. C'est vraiment l'idée que c'est pour tout le monde aussi qui se forme et c'est compliqué ça au niveau des financements en ce moment sur ça. Donc voilà. Merci. Je me permets juste pour qu'on n'oublie pas Charlotte à Mayotte et je veux lui proposer si elle le souhaite de réagir sur cette question. Parce que, Médecins du Monde, c'est des questions qu'on se pose. Moi, je ne vais pas commencer, parce que ce n'est pas le but. Mais je ne sais pas, Charlotte, si tu le souhaites, par exemple, entre les bénévoles pairs, et c'est intéressant d'ailleurs, qui sont les bénévoles pairs sur le programme et par exemple, les relais que vous avez en tête pour plus tard, est-ce que tu veux dire un mot ? Oui, merci. Je pense que nous, on se pose pas encore la question dans les mêmes termes, puisque là, on est plus sur des bénévoles pairs, des relais communautaires, donc pas forcément avec un statut professionnel, une reconnaissance professionnelle. La question de la reconnaissance professionnelle, elle se pose au niveau des médiateurs, médiatrices en santé, qui sont des métiers assez nouveau à Mayotte et très en vogue et où je pense que on n'a pas du tout tous la même toutes et tous la même définition de ce rôle et de ce métier et ni la même définition des relais communautaires dans les quartiers. Nous pour l'instant sur le programme on travaille donc avec des bénévoles pairs, bénévoles communautaires qui sont pas issus des quartiers d'intervention, donc qui ont vécu ou qui vivent encore la même situation de migration, de précarité de vie dans les bidonvilles et qui partagent également la même langue pour la plupart. Donc un savoir expérientiel qu'ils vont pouvoir utiliser, mais qu'on va différencier des relais communautaires qu'on aimerait former et avec qui on aimerait pouvoir travailler dans un second temps. Pour l'instant, on s'est rendu compte que pour avoir un pool un peu de relais communautaires, on avait encore pas mal de travail à faire pour améliorer leurs connaissances individuelles sur la santé et améliorer aussi leur situation individuelle. Donc, on a un petit peu deux niveaux, on va dire, de pairs qu'on aimerait développer. Et le programme de médiation en santé a pour but aussi de favoriser la connaissance, les connaissances et les compétences en santé pour avoir ensuite des relais communautaires qui puissent être acteurs de SBC, de surveillance à base communautaire pour tout ce qui est épidémio. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en fonction des associations qui travaillent sur le territoire et même au sein de l'ARS, on n'a pas la même définition de médiateurs en santé ou de travailleurs pairs. On n'a pas les mêmes... par exemple, il y en a qui vont plus être sur donner de l'information. Nous, on est un peu plus sur de l'éducation thérapeutique individuelle pour l'instant. On n'a pas les mêmes outils non plus de sensibilisation, de prévention. Et je pense que c'est un travail qui est en train de se développer justement parce que la médiation en santé commence à être un peu au cœur des projets des ARS. Merci beaucoup. Alors, une question dans la salle et ensuite je vais quand même prendre quelques questions du chat. Mais... Oui, merci. Moi, je suis Alfred Spira, je suis enseignant-chercheur en épidémiologie en santé publique. Il se trouve que j'ai été le premier président du conseil scientifique de l'Institut de la veille sanitaire,
au moment où il est devenu Santé publique France, que j'étais membre du conseil d'administration de Santé publique France jusqu'il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que votre approche est extrêmement intéressante, extrêmement positive. Mais vous la présentez de façon conflictuelle avec la recherche universitaire et publique. Et ça, je dois dire, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. Parce que, par exemple, il existe au sein de Santé publique France un comité citoyen depuis une douzaine d'années maintenant. Les documents de Santé publique France sont des documents administratifs publics et qui sont accessibles à tout le monde. La réalité est légèrement différente de celle que vous décrivez. Je comprends que vous avez une perspective sur la situation épidémiologique. D'ailleurs, c'est curieux, vous n'avez pas prononcé ce mot. Sur la situation épidémiologique dans votre région. Mais si on regarde dans une perspective nationale, vous citez, par exemple, vous dites qu'il n'existe que 14 registres de cancer en France. Mais il existe un registre national des leucémies. Les leucémies sont le plus prévalent et le plus incident des cancers de l'enfant, pas seulement en France d'ailleurs, dans l'ensemble des pays du monde. Vous mettez en avant, je ne veux pas développer ça parce que je ne veux pas monopoliser la parole là-dessus, le fait qu'il n'y aurait pas de recherche sur l'effet cocktail, mais il y a des centaines et des centaines de publications, bien entendu, sur l'effet cocktail, publications auxquelles ont contribué des chercheurs de toute nationalité, y compris des chercheurs français, y compris Santé publique France. Bon, il existe des approches à la fois multidisciplinaire, multi-exposition sur une recherche que vous présentez comme n'existant pas, qui est la recherche faisant le lien entre l'environnement et la santé. Il se trouve que la France, à l'instigation de ses chercheurs, est le premier pays du monde qui a inscrit dans la loi de santé la notion d'exposome, que je ne vais pas développer parce que... Donc voilà, je trouve que pourquoi vous ne travaillez pas en harmonie avec ce qui existe, qui est une recherche publique financée sur fonds publics, qui est complètement transparente, qui est complètement ouverte, et pourquoi vous vous situez en opposition de façon extrême et qui n'apporte finalement rien de positif. Non, merci pour votre question, je me permets d'y répondre. Je comprends complètement votre démarche et votre propos. On était vraiment dans cette dynamique-là en 2016, 2017, 2018, 2019. Et puis les faits ont été là en fait. Et les faits et l'accompagnement humain par Santé publique France a été juste catastrophique pour les familles. Il y a eu des excuses publiques de Santé publique France aussi qui ont été posées parce que leur accompagnement a été totalement indécent. Donc en termes de compétences scientifiques, ils ont eux aussi eu beaucoup d'excuses à formuler sur ce qu'ils ont proposé. Et puis pour clôturer, ils nous ont dit il existe chez vous, en tout cas, il y a des causes environnementales. En fait, 90%, vous parliez de l'exposome, je ne suis pas allée sur ce terrain-là, mais j'aurais pu, effectivement. 90% des cancers de l'enfant sont liés à l'environnement, seulement 5 à 10% sont d'origine génétique. Et tout à fait, ce sont les interactions. Et sur notre secteur, tous sont reconnus d'origine liée à l'exposome, justement. Et Santé publique France, mais c'est dans leur rapport et dans leurs conclusions, indique clairement qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on avait travaillé un moment avec eux, pour que le gouvernement les missionne dans une mission spéciale, pour aller regarder plus spécifiquement ce qui pouvait se passer sur notre secteur. Ça ne fait pas partie de leur mission et de leur méthodologie, ils n'ont pas pu y aller. Ça s'est stoppé, et donc à partir de là, Santé publique France n'a pas les moyens de venir faire de la recherche environnementale liée au cancer de l'enfant, les causes environnementales des cancers de l'enfant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres recherches. Ils font beaucoup de recherches macro, avec Pestirive, avec Agrican. Il y a beaucoup de recherches scientifiques. Et beaucoup de scientifiques qui sont en tout cas tous les scientifiques qui ont intégré le conseil scientifique de l'Institut sont tous académiques et chercheurs. Mais aussi eux, travaillant avec les organismes d'État et étant scientifiques académiques, fonctionnent en silo et sont très limités dans leurs interventions. Et c'est pour ça qu'ils sont venus vers nous, parce qu'ils avaient envie de décloisonner ces dysfonctionnements-là
pour permettre d'aller travailler les uns avec les autres, ce qui ne leur était pas possible parce que les chercheurs sont des chercheurs de l'INSERM, du CNRS, de l'INRAE, tous ceux qui sont dans le conseil scientifique, avec qui nous travaillons et avec qui nous avions eu des liens à l'époque où il y en avait avec Santé publique France. C'est pour ça que les choses, elles n'ont pas pu aller plus loin. Au grand âne, je pense, des personnes d'un point de vue humain au sein de Santé publique France, mais avec l'impossibilité de pouvoir aller au-delà de ce qu'ils font, puisque la méthodologie ne permettait pas d'aller plus loin. J'espère que ça permet de préciser. Très clair, merci. Et donc l'idée c'est pas de s'opposer. L'idée c'est surtout pas de s'opposer. Je pense ça a été leur volonté à un moment donné et puis ça a été rendu public. Nous, si on avait demandé ces comités de suivi, c'était bien pour travailler en collaboration, parce qu'on est experts de nos territoires. Tous où nous vivons, on est experts de nos territoires et s'appuyer sur la population qui est experte de son territoire, c'est drôlement intéressant pour aller plus vite et plus loin dans l'intérêt de la santé de tout le monde. Et donc c'était ça cette idée avec l'Institut, c'est de permettre d'aller enfin croiser tout ça. La science participative, on décloisonne et on permet d'aller vers quelque chose de différent. Là où j'espère que Santé publique France ira aussi. L'Institut, il ne nous appartient pas. Hein. Si à un moment donné, les choses elles peuvent se mettre en place par d'autres fonctionnements que le nôtre, mais alors avec plaisir. Et c'est pour ça qu'il est ouvert. Au sein de l'Institut, je ne vous l'ai pas dit non plus dans le conseil d'administration dans tous les détails, mais il y a les organes de l'État qui en font partie. Il y a donc l'ARS en invité permanent. Santé publique France n'y a pas répondu, donc, mais si Santé publique France souhaite y répondre, avec plaisir pour aller travailler ensemble. Merci. Super. Merci beaucoup. Plus du tout de questions. Une, faut bien choisir, hein. Il y en a plein dans le chat. Une et demie, parce qu'il y en a une, c'est pas une vraie question, elle est très courte. Déjà, beaucoup de félicitations et de questionnements sur comment vous soutenir. Émilie, une question rapide aussi, et simple en tout cas, sur où trouver les résultats de l'étude psychotrauma. C'est en cours. Ok, très bien, super. Je gratte une... alors, il faut bien la choisir. Du coup, je vais prendre Mayotte, parce que s'il y en a pour les 3 intervenantes. Donc, Charlotte, on te demande, au vu du contexte politique à Mayotte, comment vous avez pris en compte le risque que ces cartes et lieux de rencontre se retrouvent entre les mains des autorités ? Merci. Ouais, c'est clair. Oui, c'est un point que j'ai pas développé là dans la présentation, mais si ça vous intéresse, qui sont plus explicités dans des rapports écrits, c'était un enjeu hyper important de ce projet dès le début. Et en fait, c'était une crainte à la fois des habitants, des habitantes et de Médecins du Monde de produire de la donnée pour faciliter les décasages, les destructions des bidonvilles. Donc le choix qui a été fait par Carte ONG et Médecins du Monde avec les habitants et habitantes, c'est que ces données ne soient pas en open source et que ces cartes ne soient pas partagées, en tout cas en open data. Justement pour se prévaloir de ce risque a été largement illustré par des études, notamment un article de Mediapart sur la plateforme de la DIAL utilisée par la police. Donc, ce qu'on voit déjà en métropole aussi, à Mayotte, c'est pas la peine de donner plus d'informations aux autorités policières. Donc, voilà, c'est des cartes qui sont pas accessibles au grand public, qui sont aux Médecins du Monde, au sein des collectifs d'habitants et d'habitantes, et qui peuvent être partagés justement pour des programme de plaidoyer avec l'ARS ou avec des acteurs qu'on considère comme sûrs, le plus sûr possible. Un grand merci, Charlotte. Bon, là, je vais pas pousser le bouchon, mais il y avait encore beaucoup de questions dans le chat, donc merci beaucoup. On me dit de vous dire que la pause déj aura lieu dans l'espace du foyer et qu'on reprend à 14h. Tapante, a-t-il écrit. Et pour les personnes en ligne, n'hésitez pas à vous reconnecter vers 14h. Et vous confirmez bien 14h, hein ? Ouais, 14h. Et
Et n'hésitez pas à venir chercher des petits rubans qui sont un signe de solidarité vis-à-vis des personnes concernées par les cancers pédiatriques.